Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Voiron 2100. Dans cette mini-série immersive de 5 épisodes, on va parler du local, mais autrement. On va tenter de comprendre notre ville, Voiron, en Isère, au pied des Alpes. Pour ça, tout au long de cette aventure, on échangera avec 5 personnalités locales sur 5 sujets. En immersion aujourd'hui en 2023, avec eux, on parlera du passé, du présent, et on essaiera de nous projeter jusqu'en 2100. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bienvenue et bonne écoute. Ah, salut Louis, je suis content que tu aies pu venir. Bon, comme tu le sais, aujourd'hui, on va interviewer Martin Carnigno. C'est un peu le pape des commerçants de la ville. Il a été président des commerçants de Voiron, ancien commerçant, ancien chef d'entreprise. Donc je suis super heureux que tu puisses venir avec moi dans la salle en bas. On va lui poser quelques questions. Salut Martin, Salut les gars, comment vas-tu? ça va nickel. Bon déjà, merci pour ton temps. Je vais juste me décaler de la cheminée. Voilà. Donc comme tu le sais, on vient te poser des questions sur le commerce de proximité. On va parler du passé, du présent et du futur. Dans le passé, quel type de commerce tu pouvais voir à Voiron dans les années 80, 90, 2000 et quel changement tu as pu constater entre hier et aujourd'hui? Quel changement il y a eu un petit exemple, quand je suis arrivé en 1974, il y a une rue, elle y existe toujours, c'était la rue des Terreaux. Tout le monde la connaît, la rue des Terreaux à Voiron, c'est une rue très commerçante, on la connaît. Dans cette rue, en 1974, quand je suis arrivé, il y avait 4 épiceries. 4 épiceries. Aujourd'hui, la rue des Terreaux existe toujours. Il n'y a plus d'épicerie, mais par contre, il y a de la téléphonie qui n'existait pas avant. Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire que le commerce, Voiron a toujours été une ville commerçante. La seule différence, c'est qu'il y a une transposition de commerce. Aujourd'hui, il n'y a plus de droguerie à Voiron. Moi, quand je suis arrivé, il y avait 5-6 drogueries. 81 bars, oui, il y avait plus de 80 licences 4 sur Voiron. Aujourd'hui, si on en compte une vingtaine, c'est le maximum. Mais ça, c'est parce que c'est la société qui veut ça, parce que les bars ne gagnent plus assez leur vie pour faire du bénéfice et vivre. Donc, on arrête le bar, on vend la licence et on vend à une agence immobilière. En 74, il n'y avait aucune agence immobilière. Il y avait quelques banques, mais elles n'étaient pas placées. Il n'y avait pas, c'était pas le même commerce, c'était du commerce. Et pourquoi Voiron était ville forte du commerce? Parce qu'il y avait de l'industrie. L'industrie qui amène des ouvriers, des ouvrières, comme on a eu, comme on le voit dans les tissages. Il y avait beaucoup de tissages. L'usine Rossignol et la clinique, il y avait aucun commerce à l'époque. Aujourd'hui, on y va. Tu commences à avoir des commerces, il y a une pizzeria, il y a une agence immobilière, il commence à y avoir quelques commerces. Voilà, le commerce existera toujours. Le commerce, ça fait des millénaires qu'il existe. Le commerce, on le voit dans nos livres d'histoire. Le commerce, c'est quoi? C'est l'échange. Le commerce, c'est quoi? C'est la demande, l'offre et la demande. Si tu as une offre et que tu as une demande, de suite, il y a le commerce. Ouais, donc comme tu dis, la société, elle change, la demande, donc, elle évolue, l'offre, elle s'adapte, et on constate un changement dans la typologie de ces commerces. Mais est-ce que tu vois ce changement structurel de société? Bien sûr, je ne veux pas jouer le vieux con, quand même, parce que de dire que c'était mieux avant. C'était pas mieux avant, c'était bien. On s'est amusé, on en a profité, on a rigolé, on a fait des tas d'anecdotes, des déguisements. Ouais, alors en parlant de ça, tu m'avais raconté une anecdote qui m'avait bien fait marrer. C'était l'anecdote sur Bernard Tapie.
Est-ce que tu peux la raconter à Louis, s'il te plaît? Tapie faisait du théâtre. Et il était passé au Grand Angle. Je crois que c'était dans les années 2004, le 8 ou 9 janvier, il faudrait réfléchir. Avec l'association, le Jazz Club, étant donné que nous étions une association culturelle, nous avions droit à tenir la buvette du Grand Angle. À ce titre-là, nous avions pris la buvette du Grand Angle. Et comme moi, j'étais un petit peu du métier dans la restauration et le bar, le Jazz Club m'a dit, tu t'occupes de la buvette? Oui, oui. Puis le soir, il venait m'aider à servir. Et à 5 heures de l'après-midi, je vais au Grand Angle préparer, remplir les frigos, les boissons et tout. Là arrive le producteur de la pièce de théâtre, à la personne de Gilles Marcoz, qui est une grande personnalité à Voiron. Gilles Marcoz me dit, ah, mais tu es là, toi? Oui, oui, c'est moi qui tiens la buvette, là, c'est bien. Et j'ai dit, tu vas où? Il me dit, je vais voir Tapie. J'ai dit, mais il est là. Il me dit, oui, tu veux le voir? J'ai dit, ouais, j'aimerais bien le voir, lui serrer la main. Viens avec moi. Et il m'emmène dans la loge de monsieur Bernard Tapie, au fond du Grand Angle. On arrive, il tape à la porte, toc toc, entrez. Je rentre, paf, Bernard Tapie. Alors, Gilles lui fait la bise, salut mon Bernard, salut mon Gilles, ça va? Tiens, je te présente Martin, c'est le président de Voiron. Il ne me dit pas que je suis président des commerçants, il dit juste, c'est le président de Voiron. Il peut tout pour toi, Voiron. Si tu veux un hélicoptère, tu le fais atterrir dans le théâtre. Bon, je dis non, mais il plaisante. Je lui serre la main, je dis, monsieur Tapie, je suis impressionné de vous serrer la main. Un grand monsieur comme vous, et il me dit, détends-toi garçon, détends-toi, très bien, asseyez-vous, il nous paye un verre d'eau, on discute théâtre, pourquoi il joue au théâtre, c'est un gars qui est passionnant. J'étais surpris de sa personnalité, ce qu'il dégageait et tout, dans la loge et tout, et à un moment donné, on se lève pour le laisser, et il nous dit, est-ce que on va manger au restaurant ce soir? Gilles lui dit oui, on va à la Petite Bouffe à Saint-Nicolas de Machin. Et il me regarde, me fait c'est bien. Je dis oh, c'est parfait. C'était le restaurant à Gilles Marcotte. Il y a des filles? Oh, je dis bah non. Il me dit je peux pas avoir une fille à côté de moi pour manger, une belle fille. Et Gilles me regarde, me fait t'as quelqu'un? Alors il me fait bah oui toi, moi je veux pas d'hélicoptère, je veux une belle fille, t'as compris? Je veux une belle fille à côté de moi pour manger. Je veux pas la bourriquer ta gonzesse, je veux juste une belle fille. Ok monsieur Tapie, on va voir. Et il me dit si tu la trouves avant 7h, tu me l'amènes. Si c'est après 19h, c'est pas la peine de venir me déranger. Je dis ouais, ok, pas de problème. Je sors. Gilles me dit démerde-toi, il lui faut une fille. Je dis ouais mais attends, c'est 5h30 hein. Il me dit débrouille-toi. Je prends mon appareil téléphonique, je regarde mes contacts et je tombe sur une fille, une commerçante bien sûr, qui une semaine avant je l'avais rencontrée dans la rue, divorcée bien sûr, très jolie, une super belle fille. Elle avait à peu près 30 et quelques années, 35, 40 ans. Je l'appelle et elle me dit, quand je l'avais rencontrée, elle me dit j'aimerais bien faire une fête avec toi, parce que bon, on était un peu réputés pour faire la fête. Je lui dis, ok. Je l'appelle, je lui dis, tiens, tu es chez toi? Ouais. C'était un lundi soir. J'ai dit, tu fais quoi ce soir? Rien. J'ai dit, est-ce que tu veux venir? Je te fais manger avec Bernard Tapie. Elle me dit non. J'ai dit, oui, à côté de Bernard Tapie, tu viens, mais où? Au Grand Angle. Tu viens, là, je t'attends. Si tu viens avant 7h, je te présente Bernard Tapie dans sa loge. Et ce soir, on mange ensemble avec Bernard Tapie. Elle me dit, j'arrive. J'ai dit, bon, mais tu t'habilles bien, hein, tu te fais coquette et tout. Tu es déjà jolie, tu t'habilles et tu viens. Au bout d'un moment, on entend les talons aiguilles arriver, tac, 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 dans le Grand Angle. Elle arrive, et les gens du Jazz Club étaient là, et ils me disent, dis donc, tu joues le proxo, là? Je dis, mais non, c'est une copine, elle veut faire la fête, on va faire la fête. Et je l'emmène, je la prends par la main, je dis, viens, on va voir Tapie. Et en y allant, en traversant le Grand Angle, elle me dit, ouais, mais attends, moi je veux pas... Je dis, non, mais t'inquiète pas, Tapie, il est bien, il te touchera pas, hein. Promis. Elle me dit, oui, mais tu viens avec nous. Oui, je serai avec toi, t'inquiète pas. Non, mais Tapie, il est correct. Non, il te touchera pas. Attention. Non, viens. Et on y va. On rentre, on tape à la porte. Ouais. Et la porte s'ouvre. J'ai dit, monsieur Tapie, voilà, je vous présente votre fiancé de ce soir pour manger au restaurant. Voilà, je ne dis pas le nom, mais et je lui dis, monsieur Tapie, voilà. Et là, il me dit, il me regarde et il me dit, impressionné. C'est moi qui suis impressionné. Quand la pièce a été finie, Bernard Tapie, il est venu au bar et il m'a dit ma fiancée est là. Je dis oh, bien sûr.
Et il me dit, garçon, bravo, on y va. Il me dit, tu la montes ou... J'ai dit, oui, c'est moi qui l'emmène, ne vous inquiétez pas. Et on s'est retrouvés au restaurant, on était 4, le président du jazz club, Jacques, une fille qui m'aidait à la buvette, Myriam, moi et la fille qui servait de fiancée de Tapie. Et on a commencé à parler dans la soirée. Et, bon, ça s'est un petit peu mal terminé parce que il avait des problèmes à l'époque avec la tournée des producteurs, le fils du producteur, enfin je sais plus qui avec le metteur en scène et tout, ils se disputaient un petit peu et ils sont venus le chercher, ça l'a énervé, il s'est levé, il est parti, il nous a laissé comme ça au restaurant et après il nous a fait rappeler avec la fille et moi, on a été dehors et il m'a dit écoute, je t'en veux pas, tu es un super mec, je peux pas rester, tu as vu les problèmes que nous avons dans notre troupe, je ne supporte plus, je suis obligé de partir. Je me rappellerai de toi, et la fille, viens, je te fais un gros bisou, tu es formidable, continue d'être belle comme tu es. Et il est monté dans ses Mercedes et on l'a plus revu. Ouais, et ensuite, t'as eu des nouvelles. Monsieur Tapie lui dit à Gilles, et ton copain de Voiron qui m'avait trouvé la fiancée, il est toujours là-bas, ouais, appelle-le. Et Gilles m'appelle, j'étais à la cafétéria, et il me dit, je te passe quelqu'un. Allô, c'est Bernard. Je dis, Bernard, Tapie, oui. Ah, bonjour. T'es où? Mais je suis à Voiron. Viens, on t'entend. On marche à Marseille, tu viens. Ah, sinon, monsieur Tapie, je suis à Voiron, il y a pour 3 heures de route. On t'entend, tu viens, tu prends ta voiture, tu viens. Je t'attends. Je me rappelle de toi. Je dis, non, monsieur Tapie, on aura peut-être l'occasion un jour. Pas ce soir, c'est minuit, je prends pas la route. Merci Martin. Maintenant, on va passer au présent. Est-ce que tu peux nous donner une définition d'un commerce de proximité ? Un commerce de proximité où tu n'as pas besoin de prendre ta voiture pour y aller. Par exemple, tu prends l'exemple de Voiron, tu prends Carrefour, c'est rare que tu aies à pied à Carrefour, du centre de Voiron. Par contre, si tu vas chez le Titch chercher les légumes, Raymond Tézier, tu n'as pas voiture. Tu vas à pied avec ton panier, ou le petit Carrefour City qui a à la place du théâtre, tu vas à pied. Ça s'appelle un commerce de proximité, parce que il est proche. Il est proche de l'habitation, il est proche de Voiron. Après, c'est pas pareil que le commerce, le centre commercial comme on a là-haut aux blanchisseries. Alors, pour en revenir à ce commerce des blanchisseries, à une époque, il n'existait pas là-haut. Mais quand ils ont monté il y avait la moitié des commerçants qui étaient contre et la moitié qui étaient pour. Moi, j'étais pour. Imaginons aujourd'hui Voiron sans la zone des blanchisseries. Il y aurait la moitié des commerçants qui seraient morts. Parce que les gens ne viennent plus à Voiron s'il n'y a pas une attractivité commerciale qui leur donne. Les gens qui vont à Carrefour, à Voiron ou là-haut dans la zone chez Guédon, ils peuvent s'arrêter en route, ils s'arrêtent, ils peuvent prendre leur pain, ils ont oublié une salade, ils ont oublié quelque chose. Il fallait bien faire le lien entre la zone des blanchisseries et le centre-ville pour avoir ce lien que les gens, ça fasse un mélange. Et on l'a toujours dit, quand tu es plusieurs, il y a la concurrence, mais ça te fait avancer. Ton voisin, il a mis un décor dans la vitrine, tu vas en mettre un plus beau, ou tu essayes. Si tu n'as pas de voisins qui mettent le décor, tu ne le mets pas le décor, tu es tout seul, tu n'as plus de décor, tu meurs. Prenez l'exemple à l'époque, à Grenoble, les pizzerias sur les quais. Sur les quais de Grenoble, il y a au moins une vingtaine de pizzerias, si ce n'est pas plus. S'il n'y en a qu'une de pizzeria, elle meurt. Il faut la concurrence. La concurrence, ça te fait bouger. C'est comme tout, ça. Si tu fais une course demain, tu dis, mais si tu veux la gagner, si tu veux arriver premier, tu accélères. Le commerce, c'est pareil. Si tu veux t'en sortir, tu dis, putain, le voisin, après, il y a toute une panoplie sur le prix, sur le produit, l'offre. Voilà, ça, c'est chacun. Après, comme tu dis, la concurrence, elle est saine, en fait. Et il faut toujours être un peu proactif, en fait, j'allais dire, non ? C'est un tout. Il faut être présent, ouvrir la vitrine. Si c'est une vitrine fermée, il faut l'achalander. L'achalander, ça veut dire la faire vivre, ta vitrine. Il faut la changer de temps en temps. Tu sais, il y avait des commerçants, je ne veux pas les citer, peu cher, mais
le 14 juillet, ils avaient encore les boules de Noël dans la vitrine, tu vois. Et nous, on passait, tu peux pas changer, je les changerai demain. Mais c'était une volonté. Mais après, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a pas mal de franchises. Toi, tu te rappelles, toi, à cette époque, quand tu as commencé ? Quand j'ai commencé à être commerçant, il y avait que des commerçants presque particuliers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de franchisés. Mmh. Alors, c'est des commerçants, mais ce sont des jeunes filles qui mettent tout ce qu'elles ont. Elles sont salariées, quoi. Elles n'ont pas la pêche si une fille, elle achète le commerce, elle dit, bon, il faut que j'y aille et tout. Là, c'est 7h moins 10, tu rentres dans un magasin, elle te dit, non, mais je vais fermer. Voilà, un exemple. Mais bon, voilà, c'est ce qui a changé la franchise. La franchise sont arrivés, ils ont changé l'état d'esprit du commerçant. Après, les vrais commerçants, il y en a plus beaucoup, mais il y en a encore. Et moi, ce que je connais, il marche bien. Et alors, pour les franchisés ou pour les particuliers, est-ce que tu aurais une recette qui marche ? Une ratatouille, rien qu'avec des tomates, elle ne sera pas bonne. Mais par contre, si tu y mets des aubergines, des courgettes, des oignons, ça sera meilleur. Mm-hmm. Tu comprends ? Eh bien, un commerce, c'est pareil. Si tu as le produit, mais que tu n'as pas l'enseigne, que tu n'as pas la vitrine, que tu n'as pas l'accueil, ça ne marche pas. Et tu sais, ma grand-mère, elle était commerçante dans les années 50, à l'Île-sur-la-Sorgue. Elle vendait du lait. Elle vendait des œufs et elle vendait des pommes de terre. Elle avait une ferme. Un jour, j'avais 4 ans. Elle m'emmène dans son petit magasin. Elle ouvrait le matin à 6h, elle le fermait à 9h, et elle l'ouvrait le soir à 6h, elle le fermait à 9h. Voilà. Elle n'était pas dans la journée parce qu'elle travaillait dans les champs. Et le soir, elle allait vendre ses produits. Et un jour, elle était là, et elle s'appelait Madeleine. Il y a une femme qui vient et dit « Madeleine, tu me fais tes pommes de terre à combien ?» Elle lui dit « C'est 5 francs la livre. » Elle lui dit « Mais Marie, en bas, parce qu'il y avait une autre femme qui vendait, elle me les fait 4 francs la livre. » Ma grand-mère lui dit « Prends-les chez Marie. » Il dit « Ouais, mais elle n'en a plus. » Et ma grand-mère lui dit « Mais moi, quand j'en ai plus, elles sont à 4 francs aussi. Oui. Mais quand j'en ai, elles sont à 5 francs. » Ça, c'est la base du commerce. C'est ça. Tu peux pas toujours gagner, quelquefois tu perds, tu fais des mauvaises affaires, tu vends un mauvais produit, tu essaies de te rattraper, ça arrive encore aujourd'hui, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, on continue, on avance. Mais aujourd'hui, même pour un commerçant ou une commerçante, la priorité c'est moins le boulot comme avant, je pense. C'est moins le sacrifice, tu vois, même pour les familles, tout ça. Comment tu vois la chose ? Pas habitué comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai que le premier qui compte dans la vie, c'est la famille. On te dit, le premier, numéro 1, c'est la famille. Le 2, c'est le travail. Le 3, c'est les loisirs. Ça a changé, les coutumes changent, les traditions. C'est peut-être un bien d'ailleurs, je pense qu'ils vivent beaucoup mieux qu'avant. Mais bon, moi, je ne suis pas contre, au contraire. Mais je n'ai pas été habitué à ce... Donc toi, ça a toujours été le boulot, quoi. Eh bien, nous, à l'époque, le premier, c'était le travail. Alors effectivement, il y a cette notion de travail, mais on peut aussi voir qu'il y a une certaine fragilité ou une volatilité du client. C'est quoi ton avis là-dessus ? Un client content dans un commerce, c'est un client gagné. Un client mécontent dans un commerce, c'est 3 clients perdus. Voilà. Donc tu fais vite l'addition. Quand tu te disputes avec 3 clients dans la journée, tu en as perdu 9. Quand tu en as pris 3 et que tu les as bien accueillis, tu n'en as gagné que 3. Pas plus. Donc, il faut faire très attention. Et ça, c'est la base. Ouais, alors, et d'autant plus que le client, il a changé. Je sais pas si tu as des exemples entre hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, on donne l'habitude aux gens de rentrer dans un supermarché. Il y a des machines à laver, il y en a une rangée, il y en a 50 là. Tu choisis celle que tu veux, tu l'emmènes. Tu vas chez un petit électroménager. Tu dis, qu'est-ce que vous avez ? Il dit, j'en ai une en expo, c'est tout, mais qu'est-ce que vous voulez passer là ? Je vous la commande. Ça, on n'est plus habitué à ça. Quand on a décidé, on le veut de suite. Je me rappelle, moi, mon père, quand il a acheté sa première 2 chevaux, on est allé au garage Citroën à Cavaillon, c'était en 1964. Il a commandé sa 2 chevaux, et le gars lui a dit, moi j'avais 8 ans, il lui a dit, dans 9 mois, monsieur Carnino, dans 9 mois, c'est pas possible, 9 mois, pour moi, c'était
C'était loin. Aujourd'hui, tu dis à un gars, j'achète une Peugeot 2008, tu vois. Monsieur, dans 9 mois. Ah bon? Pas une là, non? Bah, je change de couleur, voilà. Je veux dire, tu la veux de suite, quoi. Ça va vite. Hein. Alors, l'être humain, il est fait comme ça. Par exemple, tu rentres dans un magasin avec ton chariot, ton panier, tu fais, tant que tu es dans le magasin et à te choisir, tu n'es pas pressé. Quand tu as fini tes achats, tu veux y aller de suite, tu veux payer de suite et partir. T'as plus rien à faire dans le magasin, donc pourquoi tu pars pas, quoi? Pourquoi ils te font pas payer? Ça, alors là, tu boues, là, tu les vois, les gens, ils sont là. Et la cafétéria, c'était pareil. Tu vois, tant qu'ils se servaient avec leur plateau autour des plats, ça allait. Et dès qu'ils avaient fini de se servir, qu'ils voulaient aller manger, il fallait de suite. Et c'est pour ça qu'on avait 2 caisses pour aller plus vite. On avait compris ça. Et après, ce qui peut rejoindre aussi, ça peut être la signalétique aussi dans le commerce. Et pour continuer dans les facteurs clés de succès, selon toi, quel est le bon emplacement pour un commerce? Alors, un commerce tout seul, je ne l'ai jamais vu survivre. Il est obligé de mourir s'il n'a pas d'autres commerces à côté. C'est pour ça que dans une rue, tu as une allée de commerce, tu vois c'est pas les mêmes vitrines, c'est pas les mêmes produits, donc c'est une animation aussi visuelle. Mais si tu vas dans une rue et qu'il n'y a qu'un commerce, c'est que tu y passes pas, tu y vas vraiment pour lui, mais est-ce que tu as vraiment besoin? Ouais, ça rejoint un peu ce que tu disais sur les pizzerias, où là c'est un monoproduit, mais après il y a des quartiers qui peuvent se diversifier avec des grappes de commerce. La communication, Martin, qu'est-ce que t'en penses? Moi je dis que la meilleure communication d'un commerce, c'est le bouche à oreille. Comme on appelle à l'époque, c'est le bouche à oreille. Par contre, attention, c'est le plus long. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en 5 minutes, tu peux arroser des milliers de personnes, mais le bouche à oreille, tu vas mettre 3 ans. J'en entends parler, les jeunes et tout. Je suis pas pour. J'aime pas cette façon de juger par rapport à quelqu'un qui n'en a pas les mêmes goûts et les mêmes valeurs que moi. Moi, si je suis pas content d'un commerce, je vais pas et je vais voir pourquoi. Mais je vais pas parce qu'on m'a dit ah mais il est bien. Si, je vais essayer. Mais s'il est pas bien, je vais pas le casser non plus. On n'est pas là pour casser, on est là aussi pour l'aider. Ça m'est arrivé d'aller voir des commerçants en disant là vous devriez faire comme ça parce que je me suis aperçu que voilà, il vaut mieux lui dire critiquer par derrière. Moi c'est ma politique à moi. Et est-ce que de manière générale ou pour le commerce voironnais, il y a des moments plus forts ou plus faibles dans l'année? Noël, bien sûr que c'est un moment des plus forts pour le commerce voironnais ou le commerce en général de partout puisque toutes les villes on traverse des villes, il y a les illuminations, il y a la décoration, les sapins, les crèches, les illuminations, les marchés de Noël. Et pourquoi? Parce que Noël, d'abord, c'est une grande fête, hein, quand même, quoi qu'on en dise, c'est une très grande fête pour les enfants. Les enfants, c'est quoi? C'est les dieux des parents, donc on leur fait plaisir. Donc, et en plus, la fin de l'année, c'est là où on dépense un peu plus d'argent parce que il y a peut-être les primes de fin d'année, le 13e mois, et on fait des cadeaux aux enfants. Donc, voilà. Et nous, commerçants, qu'est-ce qu'on fait? On se met un petit peu plus à l'avant pour faire valoir que nous avons, nous aussi, des trucs à vendre pour la Noël, les repas de Noël, les repas du jour de l'an, les réveillons, les décorations, les bougies, les nappes. Et donc, cette fête, on a beau dire, beau faire, mais elle existe et on fait avec. Après, il y en a d'autres, hein, mais moins importantes. Noël, c'est le plus fort pour le commerce en général. On arrive après les fêtes, mois de janvier, on repart. Février, on peut faire des fêtes avec le Mardi Gras. Les fêtes de février, la Chandeleur, les crêpes. Après, il y a un peu le mois de mars qui est boiteux. Puis après, on arrive à avril, c'est le printemps qui arrive. Et mois de mai, juin. Et d'ailleurs, à une époque, on faisait les soldes. Maintenant, les soldes, c'est toute l'année. Ah oui. Mais les soldes existaient. C'était janvier et juillet. C'était les 2 mois de l'année, le plus calme de l'année, puisque en juillet, on préparait les vacances, on partait, on faisait plus d'achats. Et à l'époque, on faisait les soldes du mois de juillet, 4-5 semaines de soldes, au mois de janvier et juillet.
On était aussi au magasin de solder les invendus de toute l'année, ne pas stocker des trucs pendant des années. Alors on les soldait, on gagnait pas d'argent dessus, mais ça débarrassait la boutique. Aujourd'hui, c'est sûr que les boutiques, les franchisés n'ont plus ça, ne font des soldes pour, c'est pas des soldes, c'est des vrais soldeurs. C'était qui débarrassait son magasin. Aujourd'hui, il te solde des vêtements neufs. Neufs qui sont sortis il y a 15 jours. Que les vrais soldes à l'époque, c'était pour débarrasser le magasin. Ça, c'était la base des soldes. Les 2 mois plus calmes, je dirais que c'est janvier et juillet. Après le reste, chaque commerçant doit, en fonction du produit qu'il a, doit s'adapter au calendrier. Chaque mois, si on regarde, il y a une fête. Tu as la fête des mamans, au mois de mai, la fête des papas, la fête des grands-mères, tu as, je l'ai dit, le Mardi Gras, le Beaujolais, il y a les vendanges, 14 juillet, je veux dire, voilà. Et qu'est-ce que tu penses du e-commerce ? Le e-commerce, c'est un problème pour le petit commerçant, parce que le petit commerçant, il n'aura pas les moyens de se mettre l'Internet quoi, chez lui et livrer. Et, après, il y a peut-être des groupements à faire. Je sais pas, hein, j'y connais pas trop. Moi, e-commerce, je pourrais te dire, tu vois, j'ai 68 ans aujourd'hui, je n'ai jamais commandé rien sur Internet. Je sais pas faire et je ne veux pas faire. C'est pas mon truc. Je n'ai pas été habitué à ça. Mais je m'aperçois que de plus en plus de gens autour de moi, je l'ai commandé hier, je l'ai demain. Moi, ça me blesse un peu, parce que je suis commerçant dans l'âme. Mais je le comprends. Après, le e-commerce, il ne faut pas le jeter. Il faut s'en servir. Merci Martin. Maintenant, on va parler du futur. Je sais que tu es toujours dans le circuit. Est-ce que tu connais des commerçants qui ont, selon toi, une vision un peu futuristique des choses ? On va faire de la pub, ça fait rien. C'est Léo. Le salon Léo. Il est avenue François Mitterrand. Je vais en parler parce que c'est un gamin que je suis dans le cadre de Initiative Pays Voironnais. Initiative Pays Voironnais, c'est parce que c'est une association qui aide les jeunes commerçants à se mettre à leur compte. On leur prête de l'argent gratuitement pour une durée de 2-3 ans pour se lancer. Lui, il a fait une demande, on lui a prêté de l'argent, et après, il faut qu'il ait un suivi par un parrain. Donc, je suis son parrain. Je suis parrain de plusieurs commerces voironnais, et je l'ai suivi. Mais la première fois que je l'ai rencontré, ce petit Léo, je lui ai dit, quelles sont tes heures d'ouverture ? Il m'a dit, j'en ai pas. Je comprenais pas. Et il me dit, je ne travaille que sur Internet. C'est-à-dire que si vous voulez, il fait que les femmes. Hein. Si la femme veut se faire coiffer, elle prend rendez-vous. Elle sait que demain, à 10h, de 10h à 11h, il aura une femme pour se faire les bigoudis, enfin je sais pas quoi. Il ouvre son magasin à 10h, il reçoit la femme, il lui fait son shampoing, il la coiffe, à 11h elle part, il ferme son commerce, il rentre chez lui. Moins d'électricité, moins de charges, moins de temps passé au magasin, il passe son temps uniquement sur rendez-vous. Et je lui dis, est-ce que tu vas t'en sortir ? Il est tout seul, il s'en sort très bien, et il a diminué ses charges par 2. Au début, j'y croyais pas, parce que j'ai dit, mais lui, il va mourir. Et puis, ben non, il s'en sort. Et j'ai reçu aujourd'hui sa trésorerie pour pouvoir poursuivre. Je n'ai qu'à la féliciter. Ça fait 1 an qu'il est installé, bientôt, là, au mois de novembre. Et il parle de monter un 2e salon pour hommes. Moi, je dis bravo, alors qu'au début, j'y croyais pas. Voilà le nouveau commerce. Ouais, c'est vachement intéressant parce que tu développes ça tout au long de l'épisode, à savoir que le commerçant existera toujours et toute l'innovation sera autour de lui, à savoir que les marchandises ne seront pas les mêmes, la communication ne sera pas les mêmes, le stockage, le transport. Mais il y a quelque chose qui, je sais, te tient à cœur et qui ne changera pas selon toi, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit du commerce et notamment du commerçant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît ? À une époque, je donnais des cours, enfin je donnais pas des cours, je donnais des conseils dans une école à Jean Jaurès, à Grenoble, qui faisait un BTS action commerciale. Il y avait les profs, ils m'invitaient une fois par trimestre pour aller faire une intervention. Et je commençais toujours comme ça. Bon, vous êtes dans le commerce, ouais. On vous apprend le commerce. Ouais. Je me demande ce qu'on vous apprend. Il n'y a rien à apprendre au commerce. Le commerce, ou on l'a, ou on ne l'a pas.
ou on y est, ou on n'y est pas. Déjà, pour être commerçant, il faut aimer, il faut négocier, il faut savoir accueillir et tout. Si tu es commerçant, tu vas y arriver. Si tu n'es pas commerçant dans l'âme, tu n'y arriveras pas. Ouais, c'est ce que tu dis, c'est que l'état d'esprit du commerçant, il est intemporel et même universel. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un commerçant en 2100, même si ça peut paraître très loin? C'est loin humainement, mais c'est proche pour l'histoire. Mais en 2100, je pense qu'il y aura toujours du commerce. Et qu'est-ce que je dirais à un gars en 2100 s'il veut monter un commerce? Vas-y. Si toi, tu crois pas en ton projet, comment tu veux que nous, à côté, on y croit? Oui, c'est comme aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Alors, il y aura peut-être le produit qui sera différent, la communication qui sera totalement différente. Peut-être que la livraison aussi sera différente. On lui livrera avec les drones. Je sais pas, hein, on invente. Peut-être que ça sera tout, comment on appelle ça, en poudre, et que tu feras le chauffer dans ta casserole d'eau. Enfin, je sais pas, j'invente. Mais le commerce restera le commerce. Si j'avais un conseil à donner au mec, vas-y, fonce. C'est merveilleux, Martin. On te remercie pour cet entretien. C'était vraiment cool. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou si vous avez besoin de conseils, on vous mettra en relation avec Martin. Un grand merci pour votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode. Salut.